Bienvenue dans ce nouvel épisode de Résiliente, le podcast, qui vise à partager des témoignages d'aménorrhée hypothalamique, de troubles du comportement alimentaire et du parcours, qui a souvent besoin d'avoir lieu pour retrouver des cycles, mais pas seulement, retrouver aussi, une meilleure relation à l'alimentation, au corps, au poids, grâce à la méthode All-in. Je suis ravie d'avoir Virginie avec moi aujourd'hui. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors, contrairement au premier témoignage qui avait été publié avec Elena, Virginie n'a pas utilisé le coaching. Donc, elle est venue proposer son témoignage et j'en suis ravie, vraiment. Ça me fait super plaisir d'avoir quelqu'un qui voulait proposer de parler de son parcours. Donc, Virginie, bienvenue dans Résiliente et est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle, Virginie, j'ai, 36 ans, bientôt 37. Je suis la maman d'une petite fille de 6 mois et demi et voilà, moi je tenais surtout à témoigner sur l'aménorrhée hypothalamique, fonctionnelle et souvent le mauvais diagnostic avec un SOPK et puis aussi sur, le rapport au sport, à l'alimentation, et un petit peu cette notion d'hypercontrôle. Hello, c'est la Florence du futur qui te fait ce message. Si tu aimes les témoignages que je publie et les infos que je publie sur l'aménorrhée hypothalamique, s'il te plaît, pense à t'abonner à ma chaîne. Ça peut vraiment changer beaucoup de choses pour moi. Et merci encore de m'écouter, ainsi que mes invités. Donc moi, j'aimerais toujours bien commencer par le début, un peu l'enfance, la famille d'origine, le rapport au corps, au sport, à l'alimentation, comment tu as grandi. Enfance, très heureuse, très choyée. Ma maman est d'origine espagnole, donc vraiment on était très famille, très tribu. Et pour le coup, c'était une famille où l'alimentation, c'était une fête, quoi. Il y a toujours eu des grands repas, certaines périodes de l'année où on allait faire certains repas particuliers, par tradition familiale et vraiment, j'ai toujours, mangé avec appétit, j'ai jamais eu de restrictions, enfin, j'ai toujours eu un rapport très sain à l'alimentation. Et ça dans toute ma famille, quoi. Personne n'a jamais fait de régime et tout le monde aimait manger et voilà, c'était un plaisir de manger. Le sport, alors moi j'en ai toujours fait. Mes parents m'avaient mis à la natation quand j'étais petite parce que ma maman sait pas nager, elle a peur de l'eau, donc elle s'est dit: «Ouh là là, je veux surtout pas qu'elle vive ça» et en fait, j'ai bien accroché, j'ai adoré, donc j'en ai fait en club. J'ai même fait du sport-études, 6e, 5e, donc début du collège où je nageais quand même, jusqu'à 6 fois par semaine. Ensuite, j'ai arrêté la natation, j'ai fait du handball. Pareil, j'avais bien, 3-4 entraînements par semaine plus les matchs, mais voilà, j'avais à chaque fois un niveau régional, mais je me suis jamais mis de pression, pour avoir un super niveau. C'était vraiment un rapport très sain. Mes parents faisaient pas de sport, mais on était actifs, on allait faire, une balade, un petit tour de vélo avec mon papa, mais jamais été dans le sport, compétition ou dans le sport excessif, quoi. Ça, jamais. Rapport très sain au sport et à l'alimentation, ça c'est une certitude. La seule chose, c'est que j'ai toujours été, une enfant un peu, enfin même pas ronde en fait, j'étais juste en haut des courbes, pour la taille et pour le poids et mon pédiatre, ça l'interpellait dans le sens où il disait à mes parents d'être vigilants, ça je m'en rappelle et par contre, mes parents ont eu toujours cette intelligence de jamais me priver. C'est-à-dire que j'ai jamais été privée de quoi que ce soit, mais je pense qu'effectivement, ils étaient peut-être vigilants sur les quantités. Comme j'étais très gourmande, mais et encore, je les vois même pas me dire: «Non, n'en prends pas un deuxième quoi. Je pense que moi-même, j'en prenais qu'un seul. C'est peut-être la seule chose non, j'ai jamais été au régime enfant, quoi, jamais. J'avais un rapport très sain à l'alimentation et au sport, vraiment. Et comment a commencé du coup un peu cette, relation un peu plus compliquée au sport, au corps, à l'alimentation? J'ai toujours fait du sport jusqu'en terminale. 1re année de mes études supérieures, je fais pas de sport parce que, voilà, il y avait le concours et c'était des études, assez intenses et 2 année, 3e année, j'ai plus mangé, parce qu'en fait jusqu'à présent, heu, enfin collège, lycée, j'ai toujours mangé ce que je voulais sans me poser de questions, et j'avais un poids qui était tout à fait, stable, quoi. En haut des courbes toujours, mais avec une image de moi qui était bonne, quoi. Enfin, je veux dire, jamais je me suis vue, ronde, en fait. Mais ça vient de mon éducation et de mes parents qui m'ont toujours donné une grande confiance en moi, me renvoyaient une très belle image de moi. Alors du coup, moi j'ai traversé mon adolescence, sans aucun complexe, alors qu'en regardant des photos, je me dis: «Ah bah oui, là quand même, il y avait l'appareil et tout ça», mais non, en fait, voilà, j'ai vraiment, grâce à ouais, au regard, que portaient mes parents sur moi, jamais eu aucun complexe et donc ma première, deuxième, troisième année de fac, j'ai beaucoup mangé
j'ai beaucoup plus mangé que ce que je dépensais et là, pour le coup, j'ai pris du poids, heu, pas mal, et comme j'avais arrêté le sport, j'étais moins tonique. Enfin, pour le coup, j'étais mal à l'aise dans mon corps pour la première Ouais. fois. Pour la première fois, je Mmh. dis: «Ah bah là, c'est trop». Et le problème, c'est que quand je me suis aperçue de ça et que je me suis dit: «Bah, faut te ressaisir», et le problème, c'est que comme j'ai un peu un fort mental et que quand je fais les choses, je les fais à fond, et ben, j'ai voulu tout mettre en œuvre pour perdre du poids rapidement, je pense. Et le souci, c'est que je suis passée d'un extrême à l'autre parce que là où enfin, j'avais beaucoup trop d'apports caloriques par rapport à mes dépenses, je suis venue à un moment où je me suis restreint et donc du coup, j'ai perdu beaucoup de poids d'un coup, très rapidement. J'ai continué à en perdre un peu plus progressivement et puis après je suis arrivée à un poids où je me suis dit: «Ah ben, je c'est bien», et sauf que le souci, c'est que dès que je remangeais un peu plus normalement parce que j'étais quand même vraiment, dans une restriction importante. Alors sans jamais me faire vomir, sans jamais spécialement compter mes calories, mais j'avais une alimentation très saine. Donc forcément, quand vous avez une alimentation très saine et que vous mangez plus rien de trop gras, trop sucré, voilà. Et donc dès l'instant où après je refaisais le moindre écart, je reprenais du poids et j'avais toujours cette peur de me dire: «Bah mince, mais je vais reprendre autant de poids que là où j'étais arrivée avant». Et du coup, j'ai passé, plusieurs années à essayer de remanger un peu plus, mais reprendre très rapidement du poids, donc paniquer, me restreindre et ça a été ça tout le temps. Et à l'époque, j'avais pas de contraception, je crois pas, donc du coup, j'ai perdu mes cycles, j'ai consulté ma généraliste, qui m'a fait faire un bilan qui était plutôt rassurant, qui m'avait dit: «On va faire le test du faston. On prend des hormones, on les arrête et puis, si jamais il y a des saignements, ça veut dire que c'est pas tant la catastrophe que ça». Donc le test du faston a marché, j'ai eu des saignements. Elle m'avait dit: «Bah tiens, je vais te prescrire la pilule, comme ça tu auras quand même un apport d'hormones». Puis après, j'ai pris la pilule, j'ai eu des cycles très réguliers et ça s'est fait comme ça. Quand même, il y a un moment, ça m'a mis la puce à l'oreille et je suis médecin, hein, il y a pas de secret, et donc je suis allée voir une de mes profs à l'époque qui nous donnait des cours à la fac, qui est, médecin du sport, un peu spécialisée endocrino. Donc j'avais été la consulter parce que je m'étais bien aperçue que cet aménorrhée, même si le test du fasting était positif, au fond de moi, ça m'inquiétait. Je me rappelle, elle avait regardé toutes mes courbes, l'âge auquel j'ai eu mes règles, tout ça. Elle m'avait dit: «Bah, effectivement, il faudra retourner à un certain poids pour retrouver un cycle, naturel». Hem, Poids qu'elle m'avait donné, je crois, de mémoire, sauf que le souci, c'est que j'arrivais à se remonter à ce poids. Je m'y tenais, peut-être, 1 mois ou 2 et puis les cycles revenaient pas. Et donc, bah, des fois, je redescendais un petit peu, je remontais. Et puis après, à vrai dire, comme j'étais sous pilule, j'avais mes cycles régulièrement et je me posais même plus la question, quoi. Je mettrai, des infos en commentaire sur le testo du faston. Évidemment, il y a Oui, plein d'infos qui sont dans le livre et j'ai fait des posts Instagram aussi dessus et hyper intéressant aussi ce que tu dis sur les courbes de croissance parce que je pense que ça, c'est quelque chose aussi qu'on sait pas forcément et pour les parents qui nous écoutent, si vous avez un enfant qui est en haut de la courbe, mais tant quelque part qu'il reste sur sa courbe, il y a pas forcément de quoi s'inquiéter, en fait. On s'inquiète typiquement plutôt quand il y aurait un changement drastique en fait, soit d'augmentation, soit de perte de poids. Évidemment, à l'époque où un enfant est censé grandir, il n'est pas censé perdre du poids non plus. Mais donc, je trouvais ça intéressant que tu mentionnes que en fait, voilà, j'étais dans un corps qui me convenait, même si exactement, c'est ça. Moi, sur la c'est courbe, j'étais peut-être dans la moyenne haute, mais en fait, ça posait aucun souci de santé, quoi. non, non, c'est Mm. c'est mon poids de forme, il est comme ça, quoi. J'ai toujours été une Exact. enfant, musclée, athlétique, Mm. avec un bon métabolisme en plus, du fait de Ouais. cette nature. Parce qu'en fait, enfin globalement, quand je mangeais autant que je mangeais, je suis jamais sortie de cette courbe, quoi, parce que je pense Bien que j'ai un sûr. très bon métabolisme. Oui. Mais voilà, effectivement, en regardant ces courbes, la fameuse professeure endocrino là, qui d'ailleurs travaille beaucoup, hein, sur l'aménorrhée hypothalamique et tout ça, Mmh. m'avait dit: «Mais non, mais vu les courbes et vu l'âge, auquel, vous avez vos règles, c'est pas possible, quoi. Faut remonter à un certain poids, sinon vous les aurez jamais». Donc Et j'avais ap quand même ça en tête. Ouais. Et après, ben, comme je continue à prendre la pilule, j'avais des cycles très réguliers, et puis pendant mes études, mine de rien, ça reste il y avait quand même du stress. C'est pas uniquement que bien sûr, on a tendance aussi à manger plus, à être, très occupé dans les premières années de fac et cetera. Mais évidemment, il y a cet élément du stress aussi qui joue un grand rôle. Voilà, c'est ça. Et après, quand j'ai repris le sport, ça m'a fait tellement de bien que, j'en ai refait, mais j'en ai refait de manière intense. Et le problème, c'est le cumulé des 2. C'est-à-dire que j'ai repris le sport de manière assez intense
à partir de la 4e année de mes études, parce que les emplois du temps étaient faits de telle sorte que je pouvais aller nager entre midi et 2 sans aucun problème, donc j'y allais, je crois quasiment tous les midis. Et en parallèle, j'ai tellement fait attention que je mangeais quasiment plus rien de gras, plus rien de sucré, donc les 2 cumulés, ben, forcément, en prenant la pilule, donc forcément j'avais encore des faux cycles sous pilule et donc ben, ce qui fait que ça a fini par parler, mais bien plus tard, finalement. C'est ça. Et donc, en fait, toi, on t'a jamais vraiment diagnostiqué avec un trouble du comportement alimentaire? Non, Ça a été jamais. plus, une chance que tu avais cette professeure qui a quelque part, dit les choses justes, mais est-ce que tu étais prête à les entendre? Oui, j'en avais conscience, mais encore une fois, je pense que j'avais peur de reprendre trop de poids. Après j'en ai repris du poids, parce que alors pour le coup, donc j'ai fini mes études, j'ai passé mon concours, ensuite j'ai fait l'internat. Donc là, pour le coup, l'internat, c'est des stages, intenses, on travaille beaucoup et là, je pouvais pas faire autant de sport que je voulais et surtout, je pouvais pas contrôler ce que je mangeais, dans le sens où, ben, je vivais à l'internat, donc je mangeais, les menus de l'internat. Donc là, j'ai repris du poids et là, j'ai retrouvé un rapport très sain à la fois à l'alimentation et au sport. Dans le sens où j'allais faire du sport quand j'avais le temps, et je mangeais ce qu'il y avait, ce qui me faisait plaisir et là, ben, j'ai retrouvé des cycles. Top quoi, super. Sauf que, peut-être au bout d'1 an ou 2 de cycle naturel, je pense, je vivais plus à l'internat, j'avais fini mes stages, à l'extérieur, donc je refaisais que des stages dans ma ville, d'origine où j'avais acheté mon appartement et donc, bah, pour le coup, c'était de nouveau moi qui étais sur le contrôle de mon alimentation. Donc, bah, de nouveau, j'essayais de manger des choses très saines, pas de matières grasses et tout ça et les stages étaient moins intenses, j'arrivais à refaire du sport de manière plus intense. Donc je suis retombée dans le combo gagnant, plus de sport, restriction alimentaire et ça s'est joué à pas grand-chose, hein, sur, quelques petits kilos. Ben, de nouveau, je suis rebasculée en dessous de mon poids d'équilibre et de nouveau, j'ai fait l'aménorrhée. Tu t'es rendu compte par toi-même qu'il y avait un poids qui te convient mieux, où tu as plus de Ah oui, liberté, moins de contraintes aussi à le maintenir, naturellement et où en fait ton corps se sent prêt aussi à ah oui, ovuler. C'est vrai que j'ai tendance à dire aux jeunes femmes en guérison, le poids n'est pas forcément le critère à prendre en compte parce que c'est vraiment l'énergie disponible et tu en parles très bien aussi en disant dès que tu remettais un contrôle trop fort alimentaire et trop de sport et du stress et cetera, bah, en fait, tu rebasculais. Mais vraiment cette idée qu'il y a une sorte de ligne, invisible sous laquelle, dès qu'on passe, parfois involontairement sous un certain poids ouais. qui fonctionne, ça peut se jouer à quelques kilos, c'est pas forcément une grosse différence Ah non, non, et pas du ben, en tout, hein, fait, très notre subtil. corps, galère et je sais que une des raisons pour laquelle tu voulais témoigner, c'était cette question d'une forme d'hyper-contrôle de l'alimentation. Est-ce que tu, entends par hyper contrôle? Tu as mentionné que tu mangeais pas de matières grasses, par Ouais, exemple? en fait, j'avais, avec mon conjoint, on s'est rencontrés un peu tard, je devais avoir 28 ans moi quand on s'est rencontrés. Le désir d'enfant est vraiment venu, très progressivement. Mmh mh. Hem et on savait que potentiellement mon conjoint pouvait être porteur d'une maladie génétique, en l'occurrence c'est pas le cas, mais si jamais ça avait été le cas, parce qu'il est en attente de test, on serait obligé de passer par une FIV, donc par un parcours OK, compliqué. Et je me savais stressée et je savais que ma personnalité était un peu tout le temps dans l'hyper-contrôle, maîtriser, anticiper, avoir du mal avec l'imprévu et tout ça. Et c'est en vue de cette potentielle FIV et situation complexe que je me suis dit: «Bah, tiens, je vais prendre un rendez-vous chez une psychologue». Moi, j'avais jamais vu de psychologue de ma vie jusqu'à présent, pour travailler sur mon hyper-contrôle et sur le lâcher prise mais d'accord. en vue d'avoir les épaules pour, bah, traverser ce éventuel parcours de FIV si on se trouvait dans cette situation-là. Mmh mh. Et en fait, chez cette psychologue, elle m'a fait remplir un espèce de tableau des situations problématiques d'hypercontrôle qui pouvaient amener à des conflits. Bah, cet hypercontrôle, j'en avais conscience, mais je l'avais pas, matérialisé par l'alimentation. Et c'est quand cette psychologue m'a fait remplir un tableau des situations problématiques, où là, je remplis les situations et je vois que c'est que des situations qui sont liées à l'alimentation, mais sur des détails. C'est-à-dire que c'était des détails organisationnels qui faisaient que ça me mettait dans un état de stress et en remplissant le tableau, il y a eu plusieurs situations comme ça, où c'était que de l'alimentation et en fait, j'ai D'accord. dit à la psychologue, j'ai compris en fait. Je cherchais pas mon hyper contrôle,
ma peur de l'imprévu, mon besoin de tout maîtriser à l'avance, d'anticiper, c'est que sur l'alimentation. Waouh, Donc elle m'a dit: «Ben, qu'est-ce que vous voulez faire, dans les prochaines semaines pour limiter cet hyper contrôle?» Je dis: «Je vais pas choisir le resto, ou je vais laisser oui, mes proches choisir le restaurant. Je vais pas regarder la carte avant. Je vais me laisser surprendre et je vais prendre le plat que j'ai envie de prendre». Il y a en fait, c'est tout simple, quoi. Et je suis sortie de ce rendez-vous et je l'ai fait et après, là, j'ai eu le déblocage sur l'alimentation. Mais en une séance, en 2 séances, quoi. La première séance où on se rencontre, la deuxième séance où je reviens avec mon tableau, où je me dis: «Mais en fait, c'est la cata, l'alimentation, l'hypercontrôle» et je crois que j'ai plus jamais revu cette psychologue. waouh Et et là, tu après, révélation, dans le sens où je ne savais même plus ce que j'aimais manger ou ce que j'aimais pas manger. C'est-à-dire qu'en fait, bien je disais tout le temps: sûr, «Ah non, mais j'aime pas. Non, mais j'aime pas au goût, Ah non, non, mais moi, si je prends les légumes ou la salade, c'est que j'aime ça». Alors oui, j'aime toujours autant les légumes, hein, mais je ne savais plus ce que j'aimais ou ce que j'aimais pas. mmh, Parce que ça faisait, peut-être 10 ou 15 ans que je m'en privais, en fait, ouais, et avec un discours, très bien rodé, hein, en disant: «Non, mais j'aime pas» ou «Je le digère pas très bien» ou «Non, mais je préfère autre chose», et là, pendant plusieurs mois, j'ai redécouvert ce que j'aimais et ce que j'aimais pas. Donc effectivement, il y a des plats que pour le coup j'aime pas, c'est vrai, et il y en a d'autres à l'inverse que j'adore et que j'avais plus mangé depuis 10 ou 15 ans, quoi. et tu as pas été angoissée de la sensation de: «Je vais regrossir» ou Et j'avais encore la compensation, par le sport, je pense. c'est ça? C'est-à-dire que ça Mmh, s'est fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est je m'autorise de nouveau à manger des choses qui me font envie, qui me font oui, plaisir, même si je les considérais pas comme, saines ou voilà, donc ça c'était fait. Donc grâce à ça, j'ai repris un petit peu de poids. Mais j'avais continué le sport de manière assez intense, comme si encore c'était ce sport intense qui m'autorisait de temps en temps à «craquer» entre guillemets sur des aliments plus riches et plus gras que je m'autorisais pas avant. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'allais nager parfois à l'entraînement, je voulais finir la séance, non pas parce que j'avais envie de nager toute la séance, mais parce que j'estimais que, bah, si je nageais, tant de temps, tant de kilomètres, ça équivalait à telle dépense, qui pouvait justifier. J'étais encore dans cet état d'esprit-là, et ça, il a fallu encore quelques temps avant d'arriver à travailler là-dessus. Mais en tout cas, la psychologue, m'a vraiment donné ce déclic de mon hypercontrôle, ma peur de l'imprévu, c'est l'alimentation. Donc là, déjà, gros boulot de fait. Parce qu'à partir de ce moment-là, je ne me suis plus jamais pris la tête avec mon conjoint, plus jamais. Oui, ah Enfin, oui, c'est ça, oui, que c'était ah oui, vraiment oui. le lieu des conflits aussi, bien Ah oui, sûr. oui, c'était enfin, quand je dis conflit, tout est relatif, hein. Ouais, Mais, ouais, tout du moins, voilà, les rares fois où c'est pas aussi fluide que ça peut l'être, parce que c'est tout le temps très fluide, c'était à cause de ça, quoi. d'accord. OK, Et alors heu, après on a eu ce désir d'enfant, donc du coup mon conjoint, pas porteur de cette mutation, donc pas besoin de passer par une FIV, donc génial. grossesse naturelle possible. J'arrête ma pilule et j'ai pas de cycle, mais je m'en doutais bien que j'avais pas de cycle, et pour moi, j'étais persuadée que j'avais une aménorrhée hypothalamique fonctionnelle. Ça, j'en avais bien conscience, dans le sens où je savais pertinemment que je me restreignais et que je faisais trop de sport. Donc je savais que, j'étais un peu en mode famine, et quand on est un peu en mode famine, ben, les fonctions essentielles sont maintenues et les non essentielles sont pas maintenues, en l'occurrence l'ovulation. Exact. Mais est-ce que Hem, ça venait plus de tes connaissances en tant que médecin? Ça, c'était mon interprétation des C'est ça. choses, et quand je suis allée voir ma gynéco, je lui ai dit: «Je pense que j'ai une aménorrhée hypothalamique fonctionnelle», Mmh. clairement. De toute façon, on a fait tout le bilan, qu'il faut faire quand il y a une aménorrhée, donc l'IRM cérébral qui était normal, l'hystérosalpingographie qui était normale, un bilan sanguin qui montrait que j'avais pas un SOPK, dans le sens où voilà, j'avais Oui. des taux d'hormones, qui étaient pas en faveur d'un SOPK en tout cas, avec une AMH, une hormone antimullérienne élevée, donc ça peut Mmh. être SOPK. Donc je pense que c'est ça qui a joué en ma «défaveur» entre guillemets, et puis ma gynéco et je lui dis en plus, je lui dis: «Mais je suis en train de modifier mon alimentation, j'essaie de reprendre du poids, est-ce qu'on peut se laisser quelques mois?» Plutôt très ouverte et très gentille et très à l'écoute, hein. Elle m'a dit: «Bah, oui, pas de souci, mais on va pas trop tarder non plus», parce que, ben, j'étais pas très jeune, et puis elle me dit: «Oui, effectivement, on se laisse, jusqu'en février, je crois, on avait dû avoir les résultats du dépistage en octobre», donc voilà, elle m'a dit: «On se laisse D'accord. 4 mois et on voit», et elle me dit: «En février, si ça marche pas,
On fera une stimulation toute simple, hein, avec ensuite un le but c'est de recueillir un ovocyte avec un rapport naturel, donc on n'était pas du tout parti sur de la FIV. Moi, j'avais déjà en tête cette pompe à GnRH. Pompe à GnRH, c'est un traitement qu'on donne pour les femmes qui ont une aménorrhée hypothalamique, d'autant plus que j'avais une patiente qui en avait bénéficié, pour laquelle ça avait très bien marché. Hem, mais là, elle a pas trop rebondi là-dessus. Elle a dit: «Ça, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est une de mes collègues au CHU. Pourquoi pas? On peut le garder en tête». Voilà, elle a pas été fermée du tout, ce qui était plutôt très D'accord, appréciable. Mais elle m'a dit: «Dans un premier temps, on fait une stimulation simple». C'est les piqûres comme une FIV, hein, mais avec j'avais des tout petites doses parce que comme à l'écho, j'avais pas mal de follicules et puis, je dois aller la voir un mercredi en écho, en consulte, juste pour vérifier qu'il y avait bien un ovocyte, qui avait été, recruté. Sauf qu'en fait, quand elle me fait l'écho, rien qu'elle, en les comptant rapidement, elle en trouve une vingtaine. là, tu es dans un risque d'hyperstimulation, n'est-ce Et pas? je suis dans un risque d'hyperstimulation où j'en suis pas très loin. Elle me dit: «Mais le faudrait peut-être quand même tenter une FIV parce que 20 follicules recrutés, ça vaut peut-être quand même le coup de tenter une FIV». Là, Mmh. ça s'est vraiment enchaîné à vitesse grand V. En l'occurrence, ils m'ont fait la ponction. Effectivement, il y en a même plus de 20. Je crois qu'ils ont dû me recueillir, 36 ou 38 follicules, je crois. Après, il y en avait pas mal des matures, hein, je dirais 18 peut-être de matures. Ils ont obtenu 9 embryons à J1, à J3 pardon, et ensuite ils ont attendu, stade blastocyste. Ils les ont poussés en se disant: «Bah, on va les pousser, on verra bien ce que ça donne», et il y en avait un seul, heu, OK. stade blastocyste, donc à J5 qu'ils ont pu, congeler. Parce qu'en plus, quand j'ai eu cette, ponction, j'ai eu tout le bilan, je leur ai dit: «Vérifiez ma TSH». Parce que j'ai toujours eu une thyroïde un peu, alors, pour le coup, elle était pas feignante, c'était juste qu'au même titre que j'avais l'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle, Oui. j'avais ma thyroïde, qui souffrait un peu de tout ça et cette TSH élevée, j'ai toujours dit: «Je ne veux pas de lévothyrox tant que je veux pas tomber enceinte, c'est hors de question, parce que c'est ma thyroïde qui est comme ça, j'ai pas d'anticorps positifs». Enfin, je savais que c'était un problème transitoire quoi, au même titre que l'aménorrhée. Donc le Sauf que là, lévothyrox, c'est le médicament qu'on donne, pour la à voilà, quelqu'un qui a par trop de TSH. voilà, qui a une hypothyroïdie qui se traduit par Mmh. trop de TSH. Par contre, je savais pertinemment qu'une TSH élevée au moment de la grossesse, c'est pas bon. Ça peut faire des retards, mentaux, chez le fœtus, moi, chez l'embryon. Donc ça, je m'étais toujours dit, je prendrai le Levothyrox pour ma grossesse et puis je l'arrêterai une fois que j'ai accouché. Enfin ça, c'était quelque chose que j'avais intégré. Et donc justement, quand je débarque à l'hôpital, là, un peu en urgence pour cette ponction, je leur dis: «Vérifiez ma TSH». Sauf que ma TSH, elle était à 7. Donc là, autant vous dire que pour les FIV, ils veulent une TSH autour de 1,5-2,5. Donc là, ils m'ont dit: «Non, non, on congèle l'embryon et puis on règle ce problème de TSH et on fera l'implantation plus tard». Donc là, ça a quand même été les montagnes russes parce qu'en l'espace de 3 jours, on est passé de juste une stimulation simple où j'étais pas du tout censée être hospitalisée et tout ça à, bah, en fait, on ponctionne parce qu'il y avait, plein de follicules. Pas mal d'espoir parce qu'entre tous les follicules, les ovocytes matures qu'on a eus, Bien les sûr. premiers embryons, ben, forcément on se projette et au final, un seul embryon à J5 qui est congelé Mmh. et qu'on peut pas m'implanter tout de suite parce qu'il faut régler ce problème de Parce que thyroïde. toi, tu étais pas prête et je me permets de faire un petit encart, le risque d'hyperstimulation est assez, élevé chez des femmes en aménorrhée hypothalamique parce que justement, en fait, on a souvent un certain nombre de follicules qui attendent, qui sont Bah, oui, bien dormants, en sûr. fait. Donc on n'est pas dans le cas d'une personne qui aurait un manque de follicules. On est dans quelqu'un qui a les follicules, mais le problème, c'est qu'on ne déclenche pas d'ovulation. Donc, en fait, ils sont pas libérés tous les mois, C'est ça. Du coup, ils normalement, et cetera. s'accumulent et forcément, une fois Exact. qu'ils peuvent sortir, Qui donc fait après aussi que, quand on recommande la pompe à GnRH, et je fais juste un petit point là-dessus pour celles qui connaissent pas la pompe à GnRH, donc en effet, c'est un dispositif, qui permet à des personnes qui sont en aménorrhée hypothalamique d'avoir en fait, une forme de stimulation, mais assez douce, qui, remplace les signaux qui viendraient de l'hypothalamus vers l'hypophyse et ensuite, les ovaires. Et grâce à cette pompe-là, on peut avoir moins de risques d'hyperstimulation que quand on injecte des hormones, en fait, via une stimulation simple. Donc, je veux juste parler de ça. Je suis pas du tout spécialiste des traitements de fertilité, mais je pense que beaucoup de femmes, sont pas forcément au courant que quand on a une aménorrhée hypothalamique et qu'on passe par une stimulation, ça peut en effet créer d'autres soucis. enfin ça a été, j'étais quand même, bah, très ballonnée, Oui, très, oui, c'est ça. nauséeuse. En plus, à chaque fois, il me faisait prendre la progestérone que je supportais pas très bien, qui me faisait faire des insomnies. Enfin,
voilà, je m'en plains pas parce que ça a pas été sur une si longue durée que ça, mais c'était pas non plus, enfin, j'en suis Exact. passée pas loin et c'était pas spécialement, agréable. Mmh. Et en plus, donc février, c'est la ponction où ils nous congèlent cet embryon à J5 Mmh. et le problème, c'est qu'après, j'ai mis un temps fou à réguler ma TSH. Évidemment. Donc il y avait une implantation qui était prévue en mars ou avril et la veille de l'implantation, ma TSH n'est pas bonne, quoi. Donc en plus, j'avais dû prendre la progestérone pour tout le protocole où finalement j'ai pas eu d'implantation. Au final, ma TSH a été bonne en juin et je crois que mi-juin, ils me font l'implantation. J'ai senti tout de suite que ça prenait pas. Ouais. C'est-à-dire que, franchement, quand j'ai fait les bêta-HCG au bout de 2 semaines, je m'attendais pas à ce que ce soit positif, quoi. Donc Mmh. j'étais bien sûr qu'on était triste, mais ça a pas été une déception dans le sens où, au fond de moi, je le savais, que ça allait pas passer. D'accord. Mmh. Et puis je m'étais toujours dit: «Mais cet ovocyte-là qui m'ont ponctionné en février, il était pas qualitatif». J'avais une TSH à 7, certes, j'avais repris du poids, mais je faisais encore pas mal de sport. Je savais pertinemment que j'avais pas un rapport assez sain à l'alimentation pour avoir, eu un ovocyte de qualité, ça c'était sûr. Donc en juin, cette implantation, elle prend pas. J'avais continué à faire le travail sur l'alimentation, je mangeais vraiment de plus en plus de choses et j'avais réduit le sport, mais pas tout à fait complètement et j'avais commencé à me renseigner, sur la méthode, All-in. J'en avais Comment tu l'as entendu découverte alors? le médecin qui me suivait pour la FIV au CHU. Lui, j'ai bien senti dans son discours ou dans sa façon d'aborder les choses, hem, qui qu'il croyait au SOPK et moi, j'y croyais pas. J'ai Oui. jamais eu d'hirsutisme, j'ai jamais eu d'acné, Mmh. heu, bref, j'y croyais pas et donc je crois que j'avais dû taper, différences, biologiques, SOPK, aménorrhée hypothalamique avec des termes un peu techniques, un peu médicaux Oui. et je suis tombée, sur l'article qui a été fait dans le livre, No Parent Now What, heu et sur un article, pour le coup, très scientifique et enfin très précis et je dis: «Bah, dis donc, c'est hyper intéressant, cet article» et c'est là que j'ai vu qu'il venait de ce bouquin et donc c'est là que j'ai commencé à lire, elle a quelques articles, en accès libre, je crois, sur son site, Tout à fait. Oui. quelques-uns où j'ai dû voir, méthode All-in apparaître, j'ai tapé et j'ai vu ce que c'était et c'est là, quand l'implantation a pas pris en juin, où je me suis dit: «Faut que tu fasses un peu plus, quoi». Ah. Donc là, je me suis dit: «Il faut que tu reprennes du poids, mais de manière intelligente» et c'est surtout, je me suis dit: «Il faut que tu aies des ovocytes de qualité, quoi» et il y a forcément l'alimentation qui doit jouer sur des ovocytes de qualité, c'est obligé. Donc là, j'ai pris rendez-vous chez un nutritionniste, mais pas du tout en vue de perdre du poids, au contraire, plutôt en vue d'en prendre et aussi en me disant: «Comme il pense à ce SOPK, je voudrais quand même être sûre que s'il y en a un, je fasse pas n'importe quoi sur mes apports, en sucre rapide, par exemple. Et là, je suis le nutritionniste a été très bien dans le sens où il a une approche vraiment très scientifique, oméga 3, oméga 6. Il m'a conseillé certaines huiles à prendre, et il m'a dit: «Non, non, mais on va faire un test, ça s'appelle le test OMA, c'est pour voir s'il y a une résistance à l'insuline. Vous verrez bien et en fonction de ce test, effectivement, ça nous permettra, d'affiner vos apports en sucre sur la journée». Parce que s'il y a une résistance Oui. à l'insuline, on mange pas la même chose le soir que le matin, enfin tout ça. Et la résistance à l'insuline, typiquement, elle n'arrive que dans un SOPK, hein. E On a typiquement en aménorrhée hypothalamique, on n'a pas, de problème de exact résistance à exactement. l'insuline, ouais. Donc lui, j'ai fait ce test OMA, que j'aurais pu me prescrire avant, hein, auquel effectivement j'ai pas pensé à me prescrire. Bon, pour le coup, j'avais absolument pas de résistance à l'insuline, D'accord. et lui m'a dit: «Ben, oui, effectivement, pour favoriser des bons ovocytes, faut manger tel bon gras, quoi». Mais ça s'est joué à pareil, j'ai dû le voir 2 fois, comme la psychologue, c'est tout, quoi. Et en 2 fois, il m'a dit: «Ben, faut de l'huile de caméline». Alors, c'est une huile qu'on trouve en magasin bio. J'en mangeais une cuillère par jour et il me dit: «Ça permet que les oméga 3 et les oméga 6 se fixent mieux». Enfin bref, D'accord. il m'a fait manger des noix, enfin quelques bricoles, Mmh. mais rien, enfin c'est Ah, minime, je veux dire sachant ça que toi, tu avais pendant longtemps évité les lipides. ah oui, Donc, oui, oui, bien sûr. ça, c'est super Ouais. important aussi. C'est bon, après, lui, il t'a recommandé ça, mais je pense que, de manière générale, on sait que oui, quand on a évité les lipides, réintroduire les lipides va être vraiment, vraiment utile dans la Mmh. guérison. Ouais, je dois le voir vers juillet-août, quelque chose comme ça Mmh. et puis ensuite, all-in, j'étais pas prête, dans le sens où j'étais pas prête à arrêter le sport. Je me suis dit: «Par contre, je continue». Mais j'en fais, de manière douce. Dans le sens où d'habitude l'été, juillet, août, je continue toujours à prendre,
en plus des entraînements et je faisais des entraînements, intenses et là, je me suis dit: «Non, tu prends pas la licence, supplémentaire entraînement de l'été, quoi. Tu vas nager dans le public, c'est tout et tu nages, mais pas longtemps et dès que tu en as marre, tu t'arrêtes et puis, tu regardes les nuages». Enfin voilà, j'ai vraiment pas nagé de la même façon. Donc en ça, j'ai pas fait le all-in avec arrêt du sport, mais j'ai fait le all-in avec grosse baisse de l'intensité, quoi. C'est important de le dire, il y a plusieurs façons quelque part de, réguler la façon dont on bouge. Heu, All-in, c'est vrai qu'on a tendance à recommander d'être, un rapport au mouvement le plus doux possible, mais pour beaucoup d'entre nous, bah, ça arrive pas du jour au lendemain et c'est OK de tester, tiens, je vais descendre la fréquence, je vais Mmh. descendre la durée, je vais descendre l'intensité, je vais changer de sport, je peut-être je faisais beaucoup de courses à pied, je vais faire autre chose à Ça, la j'en ai place j'a qui est enfin plus si, doux. j'en ai eu fait, mais 2 3 ans, pas plus. C'était vraiment pas mon C'est truc. Moi, ça, c'était vraiment la natation et puis après, je marchais, les week-ends. Enfin, en fait, c'est ça aussi, en ça, je pense que les gynécos ont eu du mal à entendre aménorrhée hypothalamique fonctionnelle, parce que je faisais pas 15 heures de sport par semaine. Enfin, quand ils me voyaient, ils me disaient pas: «Ben, elle est maigre» ou «Elle est trop mince», quoi, je voilà et puis, ben, je mangeais parce qu'effectivement, je me suis jamais fait vomir, j'ai jamais eu d'aspect boulimique. Bah, oui, quelqu'un de l'extérieur qui est pas sensibilisé à ça, il se dit que j'ai un rapport sain à l'alimentation, en fait, hein. absolument. Je mangeais du pain, enfin, je mangeais du fromage, du chocolat et toujours dans une espèce de contrôle et de maîtrise et de compensation par le sport, qui faisait que j'étais jamais sereine dans ma tête, mais à aucun moment vous Exact. vous dites: «Elle a un trouble du comportement alimentaire». Oui et Jamais. puis après, ils sont très arrêtés sur l'idée que l'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle n'arriverait qu'aux «athlètes» entre guillemets, hein, Oui, c'est ça. aux Athlète de athlètes haut niveau ou anorexique professionnels mentale. exactement. Alors que, ben, moi comme toi, j'ai jamais eu l'air particulièrement émacié, donc au contraire, j'ai l'impression que moi on m'encourageait à continuer sur la même voie. On me disait: «Non mais c'est Mmh. très bien, vous prenez bien soin de vous» et cetera. Alors qu'en fait, pour moi, c'était pas bon. Pour Mmh. ma morphologie, mon poids de forme et cetera, ça ne me convenait pas. Mais comme oui, j'étais ni une athlète professionnelle, ni j'avais pas cette apparence anorexique. D'ailleurs, ça aussi et je suis ravie de l'entendre dans dans la bouche, d'une médecin aussi, c'est de se dire, en fait, on ne peut pas juger d'un TCA sur l'apparence de la personne. On peut tout à Non. fait avoir un poids d'apparence normal et néanmoins, s vivre avec un TCA très restrictif. Donc super intéressant. Donc tu Donc ça, c'est l'été. ralentis la Donc l'été, natation, je ralentis ouais, la natation, j'applique un peu ce que ce nutritionniste m'a conseillé et je commence à écouter des podcasts. Alors pour le coup, j'avais cherché des sources en français où je tapais aménorrhée hypothalamique, mais je tombais, des fois sur des chaînes, c'était très, naturopathe, mais presque, pas assez scientifique pour moi et je me suis dit: «Bah tiens, je vais peut-être chercher du contenu en anglais, qui sait?» Et donc là, en anglais, j'ai trouvé, Violin Podcast, qui est le podcast avec Nicolas. C'est ça, hein? c'est Ouais, le toutes vous mien et 2 celui de quoi. Nicolas, voilà, Voilà, toutes c'est les ça. 2. Donc et ça m'a fait beaucoup de bien parce que, c'était des histoires qui ressemblaient à la mienne, parce qu'on a à peu près toutes des histoires qui se ressemblent, quoi. Absolument. Et ça m'a fait d'autant plus de bien que donc juillet, août, septembre, je suis dans cette démarche de: je fais moins de sport, je mange un peu mieux, je vois que je prends du poids et pour une fois, quand je prends du poids, je rebascule pas en ayant peur et en refaisant marche arrière, quoi. Pour une fois, je continuais, donc j'étais super contente de ça. Et à ce moment-là, j'ai de nouveau un rendez-vous avec le gynéco du CHU, là où j'avais eu la FIV, parce qu'après j'étais Oui, basculée en parcours FIV, en fait. Je voyais toujours ma enfin je directement. voyais ouais, c'est ça, je voyais plus ma gynéco en ville, je voyais que ce gynéco du CHU parcours FIV. Et Qui lui lui me était dit plutôt, en lui faveur du SOPK. pour lui c'était le SOPK. Et pourtant, j'allais chercher dans ses retranchements, hein. Je lui disais: «Mais mon AMH élevé, c'est parce que j'ai pas ovulé pendant plusieurs années, donc forcément j'ai accumulé des follicules, donc j'ai une AMH élevée». Je lui Exact. disais: «Mais tous les follicules que vous voyez à l'écho, pareil, même raisonnement, c'est parce que j'ai Oui, pas ovulé, donc ils se sont accumulés, vous exact. voyez bien que, enfin, j'ai un taux de testostérone qui était normal», je lui disais: «J'ai jamais eu d'acné». Enfin vraiment, j'essayais de vendre mon bout de gras, Et mais, et d'ailleurs, puis il en y a plus plein et lui il me d'infos, disait hein, aussi, là-dessus, en ligne et dans le livre pour ouais, celles qui doutent de ce qui se passe. On a des infos, gratuitement accessibles, comme tu disais, sur, le site, No Period Now What, je les mettrai aussi en commentaire, qui expliquent bien comment est-ce qu'on voit la différence. C'est-à-dire qu'on peut même demander à notre médecin de mesurer la taille des ovaires, la taille des ouais. follicules, parce que ça peut nous donner une indication si jamais le médecin est réfractaire à cette idée-là. En plus, je lui disais ouvertement, je lui disais: «Mais Oui, je me rends compte que je me restreins». J'avais eu des vrais
«problèmes médicaux» entre guillemets, qui étaient la preuve de ça. J'avais un moment une lymphopénie, ce qu'on appelle, un manque de lymphocytes, une certaine sous-catégorie de globules blancs, pour laquelle j'avais eu tout un bilan très complet, avec une recherche de plein de choses qui se sont toutes révélées normales et en fait, c'était une lymphopénie en lien on avait conclu stress parce que c'était à l'époque du covid et qu'il y avait du stress dans nos métiers à Ouais, l'époque du covid, mais en fait non, c'était en rapport avec, je mange pas assez, quoi. Je déficit mange pas d'énergie. assez, Ouais, ouais, déficit d'énergie et mes globules blancs, mmh, ils ont commencé un peu, à subir les choses et puis j'avais aussi peur d'avoir, enfin une densité osseuse trop basse oui, donc ça aussi, c'était ma grande crainte parce qu'en plus, il y a quand même des choses qui m'inquiétaient, mais c'était plus fort que moi, quoi. J'ai quand même mis du temps avant d'arriver à manger plus, même s'il y a des choses qui m'inquiétaient. Bon là, pour le coup, ma densité osseuse est normale. J'avais fait un bilan parce que je pense que j'avais une bonne densité osseuse de base, et puis que même si, j'étais en aménorrhée, j'étais toujours un peu limite comme le test du faston était positif. Enfin voilà, j'avais une tu carence d'hormones pas si catastrophique que oui, ça, donc tu voilà. étais pas dans une aménorrhée ultra sévère, en fait. Voilà. C'est pas mieux, mais Mais oui, du coup tu es moins loin d'un retour voilà, c'est ça. potentiel aux Mais ovulations. sauf que Ouais. ça, je lui ai amené. Vraiment, je pense qu'il y a l'aménorrhée hypothalamique et lui, il me disait: «Non, mais si on veut faire une FIV, de toute façon, il faut libérer tous ces follicules qu'il y a dans vos ovaires». Donc lui, il m'a dit: «Je vous prévois en octobre, ce qu'on appelle un drilling ovarien». Ça a Drilling, ça l'air veut barbare, j'avais jamais entendu, alors dis-nous drilling plus. drilling, c'est perforation, hein, en anglais, c'est ça? Drilling. Bah, en fait, ils viennent perforer, les ovaires. Dans le but, c'est de faire sortir, tous les follicules excédentaires qui potentiellement, bloquent, le bon ovocyte qui pourrait sortir et en fait, il m'a dit: «Si on repart sur une FIV avec vos ovaires pleins de follicules, on va se retrouver dans la même situation que la première fois. Vous allez donner plein de follicules, sauf que parmi tous ces follicules, on n'est pas sûr qu'il y ait un ovocyte, fonctionnel au milieu de tout ça et on risque de faire une FIV avec plein de follicules, recueillis, plein d'ovocytes, et ensuite derrière ça donne pas un bon embryon. Donc il m'a dit, «Moi je vous conseille de faire ça et je vous referai pas une nouvelle FIV tant que j'ai pas fait cette opération». C'est là que j'ai écouté vraiment beaucoup de podcasts, parce que lui il me disait: «J'ai un SOPK», donc c'est quand même difficile quand vous dites: «J'ai une aménorrhée hypothalamique», le traitement, c'est de gagner du poids et de remanger plus. Et quand il y a le spécialiste qui vous dit: «Ah non, 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 mais vous avez un SOPK, on va vous perforer les ovaires pour faire sortir les follicules», et du coup je me dis: «Mais punaise, si j'ai un SOPK, avec ce que je mange, je vais aggraver mon SOPK». Enfin, là vraiment, là fallait être solide, quoi. Oui, Fallait vraiment être costaud mentalement pour se dire: «Non, non, non, je crois à mon intuition, j'ai une aménorrhée hypothalamique, je fais moins de sport, je remange et ça va le faire, quoi». Et là vraiment, septembre-octobre, avant le drilling, j'ai senti qu'il y avait encore une bascule sur, pour le coup, plus du tout de sport compensatoire. Plus du tout. Et je raconte cette anecdote parce que pour moi, c'était l'anecdote de ma guérison. C'est un vendredi, j'ai fini un petit peu tard et je me suis dit: «Bah tiens, je vais nager, quoi, je vais à l'entraînement». J'avais mon sac de sport, dans le coffre, et mon conjoint m'appelle. Je lui dis: «Ah bah, je vais à l'entraînement, je rentrerai à 21h30». Il me dit: «Ah mais il y a le voisin qui est venu me filer un coup de main pour je sais pas quoi, du coup, il nous propose, des pizzas chez eux, ce soir». Je dis: «Ah bah, j'arrive». Et en fait, j'ai changé mon génial. trajet, je suis rentrée à la maison et je me revois, poser mon sac, de sport dans le hall et les rejoindre, et là, je me dis: «Je suis guérie. C'est sûr, je suis guérie, quoi». Trop bien. Et là, c'était: «Allez, c'est l'autoroute, tu vas à fond, quoi». Et en fait, il s'avère que je n'arrêtais pas de faire des tests d'ovulation. Parce qu'en fait, je voulais tellement leur prouver que j'avais pas un SOPK, que je me suis dit: «Mais je passerai pas à côté de mon ovulation, quoi». Et puis, il y avait aussi le désir d'enfant, en fait, donc j'arrêtais pas de faire des tests Bien sûr. d'ovulation. Août, septembre, j'en ai fait plein et c'était toujours négatif, quoi. Donc c'est pas possible. Parce qu'en fait, quand j'étais jeune, j'ai toujours ressenti mes ovulations, toujours. Première règle, enfin dès l'instant où j'ai eu mes règles, et un jour je me suis dit: «Mais j'ovule en fait. Je crois que j'ovule», mais j'en étais pas sûre et je savais même plus où j'avais les tests alors que j'en avais fait je ne sais plus combien, Merci enfin d'en bon. avoir fait autant. Le fait est que j'ai bien ovulé cette fois-là, donc première ovulation, mi-septembre, je crois, avec Mmh, effectivement un direct qui arrive fin septembre, avec une chirurgie qui était prévue, mais je crois le 8 octobre, quoi. Enfin, ça s'est joué à rien, quoi. Et do incroyable. et donc là, je rappelle ce gynéco et je lui dis: «Non, non, mais j'ai ovulé une fois, on annule le drilling, c'est sûr, me reprogrammez pas de nouvelle date, je reviendrai vous voir plus tard s'il y a besoin, mais je suis sûre que j'ovule, quoi. Je suis sûre que je suis guérie et je suis repartie, quoi».
Et là, heureusement, encore une fois, qu'il y avait les podcasts Pauline et notamment ton témoignage, parce qu'entre ma première ovulation et ma deuxième ovulation, là, il s'est pas passé 28 jours, quoi, loin de là. Et là, je me suis dit: «Mince, tu t'es dit que ça repartait, mais en fait, ça repart pas, tu vas avoir un cycle et le prochain, il va être dans 2 ans». Enfin, et je m'accrochais à ça, je me dis: «Mais il me semble que Florence, dans son témoignage, elle disait qu'elle avait eu beaucoup de temps entre la première et la deuxième ovulation», et vraiment, je m'accrochais à ça, en me disant: «Attends, attends, sois patiente, sois patiente». Et en parallèle, ma patiente qui avait bénéficié de la pompe à général, j'en avais pas bénéficié au CHU, universitaire où je suis, mais dans un autre hôpital, privé, avec D'accord. une gynéco qui, pour le coup, on pose, quoi. Hem Et je me suis dit: «Mais je veux son avis à elle, qui est un peu spécialiste de l'aménorrhée hypothalamique». Et déjà d'une parce qu'après je me suis dit: «Bah, je veux la pompe, quoi». Je veux dire, j'ai repris Oui. du poids, j'ai diminué le sport, si j'y arrive pas, je veux la pompe. Donc j'avais réussi à récupérer son mail par une connaissance. J'avais envoyé un long mail avec, tout mon historique, en m'excusant de ça. Et elle m'avait répondu en me disant, et je m'en souviens très bien: «Oui, ça fait très aménorrhée hypothalamique fonctionnelle, c'est clair. Peut-être qu'il y a un OPK sous-jacent, Oui. mais si c'est le cas, il se manifesterait qu'en cas de surpoids qui entraîne une résistance à l'insuline, qui entraîne un SOPK clinique». Sauf Oui. que moi, j'avais ni le surpoids ni la Non. résistance à l'insuline. Elle m'avait dit: «Pas de souci pour se rencontrer et discuter de la pompe à GnRH et faire un bilan», tout ça. Donc déjà, quand elle m'avait dit: «C'est ça», ça m'avait vachement rassurée, et sauf qu'en fait, le jour où je reçois sa réponse, ce jour-là, j'ovule, donc c'est ma deuxième ovulation. Et là, pour le coup, il s'était passé, 45 jours peut-être entre les 2 ovulations. Donc j'ai eu une première ovulation naturelle, et j'ai eu une deuxième ovulation naturelle où je tombe enceinte, de ma petite fille, enfin voilà, quoi. Canon. Donc Génial. incroyable parce qu'en fait, la guérison, elle s'est faite en quelques mois au final. Oui, ça se tient avec ce qui est dans le livre en fait, Ouais, hein, qu'à partir du moment où on se rapproche quand même de la méthode all-in, c'est-à-dire on lâche vraiment ouais, c'est prise, ça, sur tout un tas de exactement. choses. On fait attention à notre stress aussi, parce que quand tu vas, plutôt, manger la pizza que, Mais à la ça, c'est natation, sûr ça fait que partie de ça aussi. oui, oui, c'était évident que cette espèce d'hyper contrôle alimentaire engendrait une charge mentale quotidienne. Absolument, Quotidienne. Parce que qu'est-ce que je vais absolument. manger? Qu'est-ce que je vais pouvoir manger? Qu'est-ce que je vais manger le lendemain? Fallait toujours, cuisiner pour être, maître de ce que je mettais, donc ça rajoutait du stress, et juste pour en Exact. revenir à entre ces 2 ovulations, ma première ovulation, donc quand je retrouve mes règles, naturelles que j'avais pas eu depuis, mais ça se trouve, ça faisait 15 ans, hein, que j'avais pas de règles naturelles, Ouais, hein. Je fais le poids qui est mon poids de forme, qui est le poids que je fais aujourd'hui, c'est qui est ça. le poids que je fais, tout le temps, je me pèse plus et je fais tout le temps ce poids-là. Donc je C'est fais ce ça, qui poids-là. était d'ailleurs à peu près le poids où tu ovulais, au tout début en fait, Exactement, où c'est le poids où l'alimentation j'ai ne posait pas de voilà, soucis c'est ça. particuliers. C'est le poids où je Exact. ovule, quand je fais pas attention à ce que je mange et au sport que je fais. Et entre cette première et cette deuxième ovulation, kilos. Ça a rien changé à mon alimentation, et là, pour le coup, je pense que mon corps a dit: «Je stoppe», quoi. En vue d'une grossesse, ou Ouais, ouais. si jamais ça lui viendrait à l'idée de se restreindre de nouveau, enfin, vraiment, j'ai stocké. Et ce que tu disais aussi, c'est qu'en fin de compte, entre ce poids où tu ovules, naturellement et le poids que tu t'imposais de maintenir quelque part par beaucoup d'efforts, Il y a il n'y rien. avait pas une énorme Non. différence. On a un peu cette vision, assez diète culture, hein, de se dire, Mmh. «Si je lâche prise, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça va partir complètement en vrille et Et je non, en vais, fait, si, c'est devenir parti. une, C'est-à-dire que le poids que je m'imposais, mais je sais pas pourquoi en plus, mais je ne sais pas pourquoi je Mais m'étais parce que imposé ce poids. l'hypercontrôle te Ouais, rassurait, en fait, c'était pas probablement, bah, c'était uniquement un un ouais, et donc en fait, quand j'étais à ce poids-là, que je faisais attention tout le temps, effectivement, dès que je me lâchais un petit peu, je prenais très vite. Parce qu'en plus, je me pesais tous les jours, ce qui n'avait absolument aucun sens. Donc comme je prenais très vite, je me disais: «Oh là là, mais ça va être exponentiel, je vais continuer à prendre et ça va jamais s'arrêter». Et non, en fait, ça s'arrête à mon poids exact. d'équilibre, qui est le poids où, je me fais plaisir, bah, le lendemain, j'ai un peu moins faim, je mange un peu moins, et une espèce de relation très saine à l'alimentation, quoi. Exactement et ça, je te remercie 1000 fois d'en parler. Donc comment toi, tu as vécu, ce parcours de guérison en fin de compte, à partir du moment où j'ai l'impression que c'est au moment justement où tu as cette discussion avec ce professionnel qui te parle de du drilling et cetera, où tu te dis: «Là, je vais vraiment, m'y mettre à fond». Comment tu vis, ce parcours-là? J'écoute beaucoup de podcasts en m'accrochant à ça, quoi.
en me disant, «Ton histoire, c'est leur histoire, ton parcours, c'est leur parcours, continue, accroche-toi quoi, puis c'est tout Et je quoi». te remercie du coup de rendre l'appareil, parce que c'est vrai Ah oui, que oui, pour ah mais beaucoup d'entre nous, c'est sûr, c'est sûr. C'est vraiment heureusement qu'il y a eu ça, effectivement pour me conforter dans cette idée que c'était ça le diagnostic et qu'il fallait y aller à fond, quoi. j'allais te demander aussi qu'est-ce que tu as trouvé, particulièrement positif ou challengeant dans ton parcours? Bah, challengeant, c'est se réautoriser à manger des choses que je m'interdisais, quoi. Ça, Oui. c'était quand même, un challenge à chaque fois, quoi. Chaque truc que je remangeais, que je m'étais interdit de manger, c'était toujours une petite étape en plus, vraiment. Et puis surtout le côté positif, c'est, je suis plus la même personne. J'ai une espèce de, liberté d'esprit et moins de stress et j'avais perdu toute spontanéité, quoi. Tout était sous contrôle tout le temps. En fait, je suis redevenue, cool, Flexible. quoi. Heureusement que j'ai fait ce travail-là avant de tomber enceinte. Finalement, heureusement que l'implantation de juin 2024 a pas pris. Parce que juin 2024, j'étais Oui. pas guérie et novembre 2024, quand je tombe enceinte, je suis guérie. Et je pense que si je commence une grossesse juin 2024, alors, si jamais j'avais une grossesse où, ben, j'étais alitée, je pouvais plus faire de sport, mon rapport au corps était tellement compliqué que je pense que ça m'aurait rendue très, très malheureuse, en fait. Et puis c'est surtout que, ben, avoir un enfant, ça demande de lâcher prise sur beaucoup de choses, quoi. Moi qui étais, toc toc à toujours vouloir maîtriser ce que je mangeais et cuisiner tout le temps maison, c'est injouable, c'est pas possible, quoi. Il fallait que je retrouve des cycles et que je sois guérie, heu, pour, être sereine, être heureuse et justement, être une bonne Et maman, quoi. tu en parles bien, c'est pas uniquement guéri, d'un point de vue des cycles, c'est aussi à retrouver cette flexibilité et Ouais, se lâcher flexibilité mentale, prise exactement, et c'est ça. d'être beaucoup moins dans une relation angoissée à tout un tas de choses parce que la Ouais. réalité, c'est qu'avec un enfant, on peut pas être dans l'hyper-contrôle, c'est juste pas Et puis en fait, possible. l'alimentation, c'est du quotidien, quoi. Avant d'avoir notre fille, on avait une belle vie sociale, on faisait beaucoup de restos, beaucoup de sorties, en fait et beaucoup de concerts et tout ça. Donc en fait, ça veut dire qu'à chaque fois, c'était un défi, quoi. Sûr, À chaque fois, c'était une charge mentale de me dire: «Qu'est-ce que je vais pouvoir manger?» Puis alors je vous dis pas quand ça s'enchaînait. En fait, oui. quand il y avait une fois dans la semaine, ça allait mentalement parce que je me disais: «Bon, bah, le lendemain, je vais pouvoir faire attention et tout ça». Alors quand c'était plusieurs jours de suite, mais je pense même qu'il y a eu des fois où j'ai dû refuser des invitations parce que, j'avais déjà été invitée la veille et le lendemain, quoi. Est-ce que tu as gardé de toute cette expérience quelque part, certains outils ou Ah certaines bah choses oui, qui t'aident, bah, aujourd'hui au clairement, quotidien aussi? je les repère, hein. J'ai une patiente, pour qui j'avais l'impression qu'elle avait un rapport un peu, pathologique au sport, trop de sport. Je voyais bien que puis j'avais l'impression qu'elle faisait très attention à ce qu'elle mangeait ou que, des fois, quand elle se pesait, je voyais bien son regard quand elle regardait la balance et elle, je m'étais un peu mise à nu, j'avais un peu raconté mon histoire en essayant de lui faire comprendre les choses et je pense qu'elle a compris les choses et elle a fait un petit peu cette démarche-là sur quelques mois en remangeant des trucs. Je la vois me dire: «Ah ben, j'ai remangé un burger», tout ça et puis il s'avère qu'elle est tombée enceinte et qu'elle, vient d'accoucher là, il y a quelques jours et aussi j'arrête de peser systématiquement les gens. Avant, je pesais Super! systématiquement parce qu'en fait, Yes! ça faisait partie de mon examen clinique et effectivement, Ouais, le bien poids, c'est sûr. important en médecine, hein. Quelqu'un qui perd du poids ou quelqu'un qui prend du poids, ça Oui, doit nous oui, alerter parce que quelqu'un qui prend du poids, potentiellement, c'est qu'il est hyper stressé, c'est que ça se passe mal au boulot, donc il y a quand même des choses, voilà. Mais certains profils que j'ai réussi à repérer, du coup, maintenant, je ne les pèse pas systématiquement et volontairement, je ne leur dis pas de se peser. c'est ça. Mmh, Ou tu mmh. proposes éventuellement, de les peser sans qu'elles, voient le Sans qu'elles chiffre? regardent. Ouais, ça, je C'est le dis ça, aussi. Des fois, je à propose aussi. l'aveugle, ouais. Ouais. Et j'imagine que dans ta formation, il y a pas forcément eu énormément d'infos, sur ce type de cas de figure en termes de fertilité? Pas du tout. À mon avis, l'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle, c'est une ligne, mais au milieu C'est ça. de tout un tas de Millions, milliards de ouais. lignes. Ouais, non, non, mais c'est vrai, hein, clairement et après, enfin, après moi je suis pas jeune, hein, donc ça remonte, à mes études quand même. Maintenant, peut-être que les choses ont évolué. Le Rett syndrome, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus souvent. Oui, c'est vrai. Oui. RED, Oui, S. oui, Mais sinon, non, non, dans nos études, on nous en parle, pas du tout, mais après c'est comme tout, il suffit d'avoir été sensibilisé une fois et puis après on a un filtre qui fait que le regard est pas le même et qu'on en voit plus souvent donc et en fait, en discutant de ça, ben, ça délie les langues en fait, et plusieurs connaissances ou amis m'ont dit: «Ah mais oui, moi aussi,
j'ai eu une stimulation ou j'ai eu du Clomid ou ah bah, moi aussi on m'a dit que j'étais SOPK et en fait j'ai dit: Non, 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 je te connais, je te vois faire. Tu es pas C'est SOPK. ça. Je te vois, hésiter à prendre une deuxième part de gâteau, je te vois, dire: «Ah bah, demain, j'irai courir», je te vois faire. Si tu veux, on en discute. En fait, Oui, c'est des jeunes femmes à qui on a dit, «Ah, SOPK quoi», avec ce que ça bien entraîne sûr, derrière. Parce que dire à une bien jeune sûr. femme SOPK: «Ah bah mince, je mange trop de sucre et je mange trop de machin». C'est ça, en fait, comme le Mmh. SOPK est lié à une résistance insulinaire, à des problèmes Ouais, de régulation de l'insuline, on a tendance à recommander un certain type de régime alimentaire qui est quand même assez justement, restreint quelque part ou, assez contrôlé aussi. Ce qui est donc complètement l'inverse de ce qu'on recommande dans le cas d'un problème de déficit d'énergie qui est, l'aménorrhée ouais. hypothalamique où justement on a tendance à dire, mangez bien, mangez, tout un tas de glucides, de lipides et cetera que potentiellement en SOPK on les recommande pas Bah, forcément, non, non, non. beaucoup. Et c'est souvent elles me disent, en fait, la première grossesse, j'ai fait une FIV ou une stimulation ou du Clomid, enfin peu importe. Je pense que c'est des femmes qui tombent enceintes, qui quand elles sont enceintes, elles prennent du poids, qu'elles Ouais. reperdent pas forcément. Elles retrouvent un poids d'équilibre où finalement je pense qu'elles ont plus rapport au corps, bah, parce qu'elles sont mamans, qu'elles sont épanouies par ça, elles ont plus cet hyper contrôle où ils se manifestent plus comme ça et finalement, c'est souvent des femmes qui arrivent à avoir un deuxième voire un troisième enfant naturellement sans plus jamais faire de parcours de FIV, hein. C'est très normalisé dans Mmh. notre société, presque d'être dans une forme d'orthorexie, hein, de Mmh. d'obsession avec le la nourriture saine. Oui, puis il y a le stress évidemment. Oui, C'est tellement subtil cet équilibre-là que suffit de se restreindre un petit peu, mais tous les jours, pour, basculer heu en aménorrhée, quoi. et on a évidemment chacune une génétique qui Ah prédispose un peu bah, oui, plus oui, ou bien un sûr. peu moins. On sait qu'il y a des jeunes femmes, pour n'importe quelle perte de poids, elles sont tout de suite Ouais, à risque de c'est ça. perdre leur cycle. Le corps se dit tout de suite: «Ah, ça Mmh. va pas du tout, on est en mode survie» et d'autres peuvent perdre énormément de poids avant de perdre leur Ouais, je cycle. pense qu'il y en a plein, en fait. Si vous Mmh. prenez un Ah ça, panel c'est dans la sûr. rue, personne vous dit, «J'ai une aménorrhée hypothalamique», personne connaît, alors qu'il y a des Non. conséquences derrière. Peut-être qu'il y a certaines femmes qui perdent beaucoup en densité osseuse, ça peut avoir des grosses conséquences quand même derrière, quoi. Oui et alors évidemment, il y a aussi, ben, tout le problème de la qualité de vie, hein, qui est Mmh. affecté. Psychologiquement, évidemment, c'est compliqué à vivre. On a toute cette charge mentale. On peut avoir des problèmes de sommeil, on peut avoir des problèmes de digestion, on peut avoir des problèmes de peau, on peut perdre ses cheveux. On a froid, Oh, on est beaucoup j'avais plus froid tout le temps. frileuse. Bien J'avais sûr, froid donc en tout le fait, temps. très important aussi de pour moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on a tendance à ouvrir la PMA à des jeunes femmes à qui si on leur donne le bon Ouais, soutien c'est psychologique, sûr. en fait, elles vont pouvoir ovuler par elles-mêmes. Elles auront pas besoin de passer par, des processus d'ailleurs parfois Ah très mais invasifs, mais très c'est évident. douloureux, qui peuvent avoir des conséquences, permanentes si elles font, des grossesses extra-utérines, des hyperstimulations, ce genre de En plus, choses. c'est des PMA qui marchent pas ou qui C'est des marchent PMA qui pas marchent très bien pas, parce que les exact, ovocytes, puisque ils sont pas qualitatifs. C'est des alors ovocytes, enfin, ça, je dois oui, dire, je sais pas si enfin, dans les recherches de Nicolas Sykes, il y a pas vraiment de notification que l'ovocyte serait de moins bonne qualité. Dans le cas de ta TSH, oui, potentiellement, oui, mais voilà, chez une personne oui, qui bien aurait sûr. pas de problème de thyroïde, je pense pas qu'on se dit que le la qualité des ovocytes serait un problème, mais en revanche, oui, en fait, Oui, mais comme ils le ont peut-être plus de corps mal à recruter, du coup. Comme il y a ah plein ben de follicules complètement. qui embêtent, au final, ils ont Absolument du mal à et recruter le des le ovocytes. corps est dans une situation où il refuse naturellement, de pouvoir, mettre en place des choses pour Mmh. une grossesse parce qu'il sait qu'il y a pas assez d'énergie disponible Mmh. pour maintenir à la fois la le développement d'un enfant et le bien-être de la mère. Donc quand on force notre corps à développer une autre vie alors que notre corps Mmh. lui-même est dans un mode survie, en général les bébés sont protégés, hein, la nature est hyper bien faite. On va souvent avoir un bébé qui est en santé, on n'aura pas de trop de problèmes, même si on peut aussi avoir des problèmes de manque de croissance, in utero et cetera, donc ça existe aussi. Mais moi, ce que j'ai beaucoup vu, c'est des jeunes femmes qui ont eu une grossesse qui, pour finir, s'est relativement bien passée avec un bébé qui est en pleine santé derrière, mais c'est elles qui ne sont pas bien. C'est-à-dire qu'elles ressortent d'une grossesse qu'elles ont entamée dans un corps qui était déjà en mode survie. Mmh. Elles ressortent de cette grossesse potentiellement encore plus minces et elles se retrouvent dans un corps qui au plus on descend en poids, au plus à cette espèce d'obsession mentale autour du poids, de l'alimentation, et cetera, à devoir gérer un nouveau-né qui est
hyper vulnérables, qui demandent énormément d'attention. Elles dorment pas, elles Mmh. sont, vraiment à grand, grand risque de dépression postpartum, et de retomber encore plus dans une logique de TCA. Et c'est aussi, il faudrait avoir les chiffres de savoir, sur le nombre de PMA, quel pourcentage est en lien avec un SOPK et parmi ces SOPK, quel pourcentage sont des vrais SOPK et quel pourcentage sont des faux SOPK à l'aménorrhée? Parce que le problème de l'aménorrhée hypothalamique, c'est que moi j'avais une aménorrhée totale, mais il peut y avoir, une spagnaménorrhée, c'est-à-dire des règles, Bien qui sûr, s'éloignent. oui, Effectivement, il y a plein de follicules et 2 oui. critères sur 3 suffisent. Donc en fait, l'hyperandrogénie, bien souvent, si elle est pas là, c'est pas grave parce qu'ils ont leurs 2 autres critères pour faire le diagnostic. Donc Absolument. Oui, oui, non, c'est très compliqué. Comment ça se passe aujourd'hui, en très bien. postpartum? Alors là, Est-ce que parfait. tu as allaité, ta Non, fille? j'ai pas allaité, parce que j'avais pas envie Par choix, d'accord. d'allaiter. Oui, par Et du choix. coup, tu as retrouvé des Oui, cycles à ce j'ai retrouvé stade? des cycles. 1er cycle, 3 mois, un peu long, D'accord. quoi. Ouais. Alors Voilà ça et aussi, hein, pour celles qui nous écoutent, c'est normal que ça prenne un peu mmh, plus de temps à revenir, quand on a connu une aménorrhée hypothalamique en postpartum, ça peut prendre un peu plus mmh. longtemps. Ouais, 3 mois et là, maintenant, ils sont relativement réguliers. Là, j'en ai eu 2 ou 3 de suite à 6 semaines. Là, j'ai l'impression que Génial. ça se rapproche et pareil, je ressens bien mes ovulations, pour le coup et là, pour le coup, je veux plus de contraception à base d'hormones, quoi. Je veux vraiment pouvoir, ressentir Oui, mes cycles parce que pour moi, le bien fait d'avoir sûr, des cycles, bah, ça veut dire que j'apporte on est en assez bonne d'énergie à santé. mon corps, quoi. Ouais, exactement. Absolument, et qu'il y a Donc ça, plein pour le coup, d'autres processus qui bénéficient de cet mmh, apport en hormones. La métabolisation, du cholestérol, la densité mmh, osseuse, la santé, mentale, enfin, neurologique, ouais, ouais, on a besoin d'estrogène. On connaît tous les effets du manque d'estrogène dans la ménopause, donc on n'a pas forcément envie mmh. d'être à ce stade-là quand on n'est pas en âge d'avoir la ménopause. Et quel serait, ce que tu souhaiterais dire aux personnes en guérison qui nous écoutent? De s'accrocher parce que ça peut être long. Au moment où on a le déclic dans sa tête et qu'on commence effectivement à soit, diminuer, arrêter le sport ou tout du moins avoir un rapport sain au sport et manger sainement, bah, le premier cycle, il arrive pas tout de suite, quoi et donc c'est forcément c'est voilà, la patience, j'ai envie de dire, s'écouter et se faire confiance aussi, quoi, si et être, avoir un peu d'honnêteté vis-à-vis de soi-même, quoi. C'est pas toujours évident de se dire, «Bah, oui, mais non, en fait, je me restreignais, quoi». Et surtout se dire que c'est pas juste retrouver des cycles, c'est, retrouver un esprit libre. C'est un esprit, sans l'hypercontrôle. C'est ça aussi, qui est vraiment important. C'est-à-dire que, certes, on a retrouvé des cycles, mais c'est surtout qu'on a retrouvé un rapport sain à l'alimentation et au sport. C'est-à-dire que c'est une charge mentale, mais qui s'envole, quoi, clairement. Donc, voilà. Merci mille fois Virginie. Vraiment ton témoignage, me touche énormément, et bah, je suis ravie que, tu sois bien aujourd'hui, Ah oui, oui, c'est que sûr. tu profites aussi de cette maternité. C'est aussi pour ça, hein, la première fois que je me suis dit: «Je vais voir la psychologue pour travailler sur mon hypercontrôle», c'était en vue de ça, quoi. C'était en vue Ouais. d'une maternité et de me dire: «Mais, il faut que je travaille là-dessus, je peux Mmh. pas être tout le temps dans l'hypercontrôle. Si Mmh. j'ai un enfant, c'est pas possible, quoi». C'est une certaine clairvoyance qu'on n'a pas toutes. Peut-être que justement, bah, ta formation en tant que Mmh, médecin et scientifique, joue un rôle aussi là-dedans, de voir un peu les ramifications mmh. en termes de santé, que peut-être une personne lambda qui n'a pas, qui n'est pas dans ce monde-là, ne voit peut-être pas autant. Merci encore mille fois. Porte-toi Non, bien merci Virginie. beaucoup. Oh, merci à Au revoir. toutes d'avoir écouté ce podcast. Au revoir. Au revoir.